Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup de votre présence. Je suis Mathieu Leporini. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis le conseiller de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France et le directeur de l'Institut français. Bienvenue du coup pour cette dernière soirée en français de l'année 2024. Nous avons initié ces soirées en français il y a maintenant tout juste un an. L'idée était une fois par mois, et reste toujours une fois par mois, de pouvoir accueillir une personnalité française qui vient en Lettonie, soit pour des projets de coopération, soit, comme c'est ce soir le cas, dans le cadre d'une conférence qui aura lieu notamment demain, de 2 événements, même pour vous, Gabriel, et du coup de profiter de cet événement-là pour faire à l'Institut une soirée en français. Donc le principe est assez simple, c'est vraiment une soirée et un échange qui est informel autour de la langue française et surtout autour de l'expertise de notre invité, et puis qui se clôturera bien sûr par un petit verre de l'amitié pendant lequel on aura du coup aussi la possibilité de venir échanger et notamment échanger avec notre invité. Ces soirées se font en collaboration avec les imprimeries de Jelgava, donc il y a toujours un petit cadeau à la fin et j'y reviendrai juste après, mais ce soir aussi il y aura quelques petits cadeaux littéraires notamment. Et aujourd'hui nous faisons aussi cet événement en collaboration avec Riga Accueil, dont je vois la présidente là-bas, voilà, qui est une association ici pour les Français, les francophones de Riga, qui organise régulièrement des événements aussi. Et donc, pour ce soir, à l'occasion de votre venue, Gabriel, nous le faisons aussi en collaboration et je les remercie. Alors, pour ce soir, du coup, nous accueillons Gabriel Alpern. Gabriel, vous êtes docteur en philosophie, diplômé de l'école normale supérieure. Vous avez travaillé au sein de différents cabinets, cabinet du ministre de l'économie et des finances, de la secrétaire d'État au commerce, à l'artisanat, à la consommation, à l'économie sociale et solidaire, également du secrétaire d'État à la recherche et à l'enseignement supérieur et du garde des Sceaux, ministre de la Justice en tant que conseillère prospective et également discours. Vous avez également co-dirigé un incubateur de start-up et conseillé des entreprises et des institutions publiques. Vous menez des travaux de recherche qui porte en particulier depuis près de 15 ans maintenant sur la notion de l'hybridation, qui est un des sujets que nous allons aborder ce soir. Hybridation comme moyen de créer des ponts entre les mondes. Quand on voit votre parcours aussi, on voit aussi beaucoup d'hybridation et l'expérimentation même de vos sujets de recherche. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont l'essai Tous Centaures, éloge de l'hybridation, qui est paru aux éditions Le Pommier en 2020. Penser l'hospitalité, édition de l'Aube en 2022, et cette année, Créer des ponts entre les mondes, le livre est juste ici, aux éditions Fayard. Un très très grand merci, Gabriel, de votre présence et d'avoir accepté de jouer le jeu de cet échange et de ce dialogue ce soir. Donc ce soir, l'idée c'est de discuter ensemble bien sûr de vos travaux de recherche, de vos réflexions sur l'hybridation des savoirs, et aussi de façon plus générale, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Quel est le rôle de l'hybridation et quel est le lien entre l'hybridation et la coopération internationale? Comment leur mise en œuvre peut créer justement, c'est le titre de votre ouvrage, à créer des ponts entre les mondes. Et on pourra peut-être aussi arriver à finalement qu'est-ce que cette hybridation peut incarner pour nous, ambassade, Institut français à travers le monde, et comment finalement notre action est aussi, peut-être on va le voir dans l'échange, un vecteur d'hybridation. Notamment dans le cadre des activités, des actions autour des dialogues que nous menons. Alors pour commencer, je vais peut-être vous laisser la parole, peut-être introduire justement qu'est-ce qui vous a amené à rédiger cet ouvrage après ces 15 années de recherche et après aussi les premiers ouvrages que vous avez menés. Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir écrire davantage sur ce sujet, notamment par rapport à ces ponts à créer entre les mondes? Et qu'est-ce que vous entendez par les mondes? J'avais beaucoup de questions. Alors tout d'abord, bonsoir à tous. Merci infiniment pour votre invitation. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir, très, très honorée. Et voilà, et j'ai hâte également qu'on puisse échanger autour de ce sujet. Alors écoutez, donc, ce livre « Créer des ponts entre les mondes », en fait, c'est effectivement mon 6e livre. Et
après avoir écrit un certain nombre d'ouvrages avant, il me semblait important d'expliquer finalement pourquoi est-ce que j'avais eu besoin de m'intéresser à cette question de l'hybridation. Alors encore une fois, j'y reviendrai pour que ce soit plus clair pour tout le monde, parce que ce terme hybridation peut sembler un peu étrange. Mais en tout cas, juste une incise, j'ai voulu écrire ce livre pour montrer que finalement on ne se réveille pas un beau matin en se disant et si je décidais de consacrer ma vie à cette question-là, et j'ai voulu effectivement à travers ce livre d'abord montrer mon parcours personnel. Vous l'avez dit et vous l'avez expliqué, et j'ai effectivement un parcours qui est un petit peu hybride. J'ai travaillé dans des cabinets ministériels, j'ai co-dirigé un incubateur de start-up, j'ai un parcours académique, voilà, donc un pied dans plusieurs mondes, et je voulais aussi finalement et on va en parler à travers ce livre, raconter un petit tour de France. Et il y a quelques exemples à l'international, mais malheureusement trop peu. Un petit tour de France de plein d'initiatives d'hybridation que j'ai pu voir. Alors, peut-être sans plus attendre, on va peut-être entrer dans le vif du sujet de ce que j'entends par hybridation, comme ça ce sera plus clair pour tout le monde. En fait, par hybridation, j'entends le mariage improbable, c'est-à-dire le fait de mettre ensemble des métiers, des générations, des secteurs, des territoires, des arts ou des sciences, qui a priori n'ont pas grand-chose à voir ensemble, voire qui pourraient sembler contradictoires, mais qui justement ensemble vont permettre de créer quelque chose de nouveau. Alors de nouveaux métiers, de nouvelles formes d'art, de nouvelles sciences, de nouveaux modèles, en tout cas de nouveaux mondes. Alors si ça paraît très abstrait, je vais vous donner quelques exemples très concrets de ce que j'entends par hybridation. Alors, un premier exemple, on voit se démultiplier un peu partout, dans tous les territoires, en France et à l'international, et il y en a également ici, en Lettonie, des lieux un peu étranges que l'on appelle des tiers-lieux, dans lesquels on va trouver pêle-mêle une crèche, une épicerie solidaire, une résidence d'artistes et un incubateur de start-up. Voilà. Tout ça réuni dans un même lieu, dans une forme d'hybridation de publics, de métiers, d'usages, de générations, qui sont réunis dans un même lieu. Et j'ai cru comprendre, par exemple, que la bibliothèque de Riga, qui comporte également des expositions, donc qui est une sorte un peu de musée, voilà, qui accueille des enfants, il y a aussi des choses pour les personnes âgées, enfin, est un lieu aussi d'hybridation. Donc ça, à l'échelle, on le voit donc à l'échelle des lieux. Cette hybridation se voit également à l'échelle des métiers. Par exemple, je ne sais pas si c'est la même chose en Lettonie, mais en tout cas en France, on voit de plus en plus de chefs cuisiniers qui vont développer leur propre potager. Et donc on voit émerger des cuisiniers maraîchers ou des cuisiniers éleveurs dans une forme d'hybridation, ou en tout cas de rapprochement de métiers qui s'étaient peut-être... et ben voilà. Bon, donc c'est intéressant de voir que voilà, ces hybridations de métiers se retrouvent également ici. On voit également qu'il y a des hybridations entre des secteurs. Exemple concret, il y a de plus en plus de rapprochements entre le monde de l'immobilier et le monde de la santé. Parce que dans toute la réflexion sur les logements de demain, du fait du vieillissement de la population, eh bien de plus en plus les salles de bain sont considérées comme des salles de soins. Donc dans la réflexion, par exemple, sur le choix des matériaux, carrelage antibactérien, bon ben voilà. Donc là, il y a ce lien entre les professions de l'immobilier, architectes, promoteurs, voilà, et le monde sanitaire. Voilà. Donc, bon, je pourrais démultiplier les exemples à l'infini. On le voit d'ailleurs également dans l'art. J'ai écrit récemment un livre avec une grande chanteuse d'opéra, Marina Viotti, qui a d'ailleurs chanté pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, et qui explique à quel point, effectivement, eh bien, dans l'opéra, on va voir de plus en plus de danseurs de hip-hop, le cirque, voilà. Je sais aussi d'ailleurs que vous avez un cirque très actif ici, qui mène d'ailleurs des mises en scène un petit peu hybrides. Donc voilà, en tout cas, je pourrais démultiplier les exemples à l'infini. Vous avez compris, je pense que j'entends par hybridation. Et en tout cas, tout ça pour dire que, à mes yeux, tous ces petits signaux faibles d'hybridation ne sont pas éparpillés les uns les autres. Et je pense que si on les met bout à bout, si on les lie les uns aux autres, eh bien, ils témoignent, à mon sens, d'une grande tendance du monde qui vient. Le problème, c'est qu'il y a un paradoxe. Et c'est pour ça que je consacre toute ma vie à cette question-là. C'est qu'il y a un paradoxe parce que les exemples que je vous ai cités semblent a priori plutôt positifs. Ils permettent de rapprocher des générations. Par exemple, on voit de plus en plus de crèches dans des maisons de retraite. Bon, donc ça rapproche des générations. Ça rapproche des métiers, des secteurs, des arts, des sciences. Bon. Le problème, c'est que
ce terme hybride, hybridation, lui, souffre d'une connotation négative. Quand on dit de quelque chose ou de quelqu'un qu'il est un peu hybride, bah, c'est rarement un compliment. Voilà, c'est la personne qui ne rentre pas dans les cases. C'est la chose, la personne, le projet ou le lieu sur lequel on ne peut pas coller une étiquette. C'est pas vraiment ça, c'est un peu ceci, mais pas totalement ça. Bon, voilà, ça ne rentre pas dans les cases. Donc il y a une connotation négative. Et d'ailleurs, l'étymologie ne nous trompe pas, puisque hybridation vient du latin hybrida, qui signifie bâtard, ou alors de sang mélangé. Effectivement, pas très positif tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est que cette connotation négative ne date pas d'hier. Et si l'on remonte un peu dans l'histoire des idées, on va tomber sur ce fameux mythe du centaure, voilà, dans l'Antiquité grecque. Voilà. Le centaure, homme au-dessus de la ceinture et cheval en dessous de la ceinture, donc figure hybride par excellence. Et ce qui est intéressant, c'est que, j'en terminerai par là, c'est que ce soit dans les textes qui nous viennent de l'Antiquité, ou que ce soit dans la peinture, ou dans la sculpture, à quelques exceptions près de gentils centaures, les centaures sont presque toujours représentés comme des êtres monstrueux, agressifs. Alors là, lui, il a un arc avec une flèche, comme s'il nous voulait du mal. Alors il est intéressant que les Grecs de l'Antiquité aient choisi d'incarner cette idée d'hybridité, d'hybridation dans une figure aussi monstrueuse que celle du centaure. Et justement, s'agissant des mythes, le philosophe romain Mircea Eliade disait « Le mythe, c'est une histoire qui nous est racontée pour répondre à une question ou à une angoisse. » Et c'est donc bien ça ce qui a guidé tous mes travaux de recherche, comprendre mais à quelle question et à quelle angoisse le mythe du centaure répond. Alors, je donne juste quelques hypothèses et puis après on pourra effectivement enchaîner. Le centaure, c'est pas un homme, c'est pas un cheval. Il a à la fois pas d'identité et il a trop d'identité. Alors forcément, ça peut être déstabilisant. En plus, le centaure est le fruit d'un mariage improbable, voire d'un mariage interdit. Donc il y a une forme de transgression dans le centaure. Il y a une forme de transgression dans cette idée d'hybridation. Mais tout ça n'est pas suffisant pour comprendre pourquoi nous avons autant de mal avec cette idée de centaure. Et il a fallu en quelque sorte mener l'enquête. Et en fait, la suspecte numéro 1 pouvant expliquer pourquoi on a autant de mal avec cette idée d'hybridation, en tout cas pourquoi l'être humain a autant de mal avec cette idée d'hybridation, c'est dû à notre bonne vieille rationalité, voilà, qui était très utile au début de l'humanité pour pouvoir construire les sciences, comprendre le monde qui nous entoure. Le problème, c'est que notre rationalité s'est complètement rigidifiée au fil des siècles, au point qu'elle a transformé notre cerveau en usine de production massive de cases. Et en fait, on fait ça toute la journée. Toute la journée, on range notre conjoint dans une case, nos amis, nos collègues, on les range dans des cases. On fait ça avec les sciences. Alors, il y a les sciences dures, et puis il y a les sciences molles. On fait ça avec les métiers. Il y a des métiers qui seraient dits manuels, et puis des métiers qui seraient dits intellectuels. On fait ça avec les générations. Il y a les jeunes, puis il y a ceux que l'on appelle pudiquement et un peu hypocritement les seniors. Voilà. Et en fait, le problème, c'est qu'à force de découper le corps citoyen en morceaux, on crée des frontières absurdes et artificielles entre les métiers, les générations, les territoires, voilà, les secteurs, qui du coup renforcent les fractures dans notre société. Donc, au vu de tout ça, il est urgent de créer, de recréer des ponts entre les mondes, et c'est effectivement tout le sens de cet ouvrage. Merci beaucoup, Gabriel, pour cette explicitation et ces exemples. Lorsque vous faites référence, et justement c'était un point que je souhaitais développer, qui va exactement dans votre sens, c'est-à-dire lorsqu'on est face justement à ces résistances, il est toujours important, je trouve, de mieux comprendre d'où viennent ces résistances en effet. Vous avez mentionné du coup depuis des siècles cette rationalisation finalement de notre système de pensée qui pour moi est aussi un petit peu à mettre en lien au système de pensée très déterministe dans lequel nous sommes depuis la Renaissance à peu près, avec notamment la pensée logique d'Aristote par exemple et d'autres philosophes.
et qui en effet, ce déterminisme est amené, comme vous l'avez indiqué, à se dire, ben voilà, j'ai un problème, il y a forcément une solution, donc je prends mon problème, je le découpe en cases, et à chaque case, je vais continuer à me poser la question, et je sais que je vais trouver une solution. C'est-à-dire qu'au final, si je simplifie aussi, mais c'est aussi ça le déterminisme, ben je viens simplifier, et au final, c'est soit blanc, soit noir, c'est soit 0, soit 1. Et ce qui est intéressant, c'est quand même de voir aussi, en parallèle de cette pensée déterministe, toute la pensée complexe et d'hybridation qui a été développée. Je pense notamment aux travaux d'Edgar Morin sur la complexité. Donc là aussi qui vient du latin du coup complexus, qui veut dire relier, embrasser, et qui vient finalement inviter nos réflexions à une meilleure prise en compte justement des possibles et du champ des possibles. C'est-à-dire que lorsqu'on va avoir une question, une problématique, eh bien, il ne va pas y avoir une solution, il va y en avoir plusieurs. Et la prise en compte de cette complexité, au sens propre du terme, va nous permettre justement d'ouvrir et de venir effacer ces cases qui sont, comme vous l'avez justement dit, en tout cas de mon point de vue, partout dans nos sociétés, jusque dans les administrations. Voilà. Les administrations, les services. Alors ici, on est dans un institut français, dans une ambassade, il y a des services, il y a des secteurs, et on le sait tous, dans une université, dans les ministères, tel service, les services ne communiquent pas entre eux, il y a des problèmes de communication, parce qu'en fait, on est vraiment venu fonctionner par silos, et finalement, cette fragmentation, on le voit aussi, dans certains cas, est venue jusqu'à nous fragmenter nous-mêmes. Vous avez parlé tout à l'heure de cette question d'identité, et il y a de grandes questions aujourd'hui sur qu'est-ce que ça veut dire en fait, qui nous sommes, quelles sont nos identités, parce que justement, on a perdu tout le sens de notre propre complexité. Et l'idée, justement, ce qui m'a intéressé aussi avec votre livre et vos propos, c'est en effet ce qu'on essaye de faire ici aussi à l'Institut français de Lettonie, dans les instituts français, c'est-à-dire essayer d'accompagner et de créer des espaces pour que cette hybridation puisse avoir lieu, pour que cette complexité puisse respirer. Vous avez parlé des tiers-lieux. Alors c'est amusant parce que nous sommes en plein ici dans un projet au niveau de nos espaces publics ici de la médiathèque, de ces deux espaces, dans un projet de réflexion pour lequel nous allons être accompagnés par l'Institut français à Paris. Nous avons commencé à être accompagnés pour justement faire de ce lieu aussi un tiers-lieu, multifonctionnel, intersectoriel, où justement des publics différents vont pouvoir venir se retrouver soit pour converger, soit simplement pour coexister. Et finalement, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de créer des espaces où cette complexité, cette hybridation sont finalement, lorsqu'on observe la nature, je cite souvent David Suzuki, que j'ai connu au Canada, qui est le président d'une ONG, la fondation David Suzuki, une ONG environnementaliste, mais c'est lui-même un chercheur, qui dit que toutes les solutions sont dans la nature. Et c'est vrai qu'on voit dans toutes les sciences, beaucoup, notamment les sciences naturelles, on vient beaucoup s'inspirer, pas toutes, mais on vient beaucoup s'inspirer de la nature. Est-ce que cette hybridation n'est pas naturelle, Gabrielle ? Alors, enfin, il faut définir ce qui est naturel aussi. Oui. Alors, naturel, en tout cas pour l'être humain, non. Enfin, en tout cas, alors ça a été peut-être au tout début de l'humanité. Et encore, là, je me suis beaucoup inspirée dans mes travaux de recherche. Alors, non pas tellement d'ailleurs d'Edgar Morin, mais d'un grand intellectuel qui s'appelle Elias Canetti, malheureusement trop peu connu. C'est un grand intellectuel du XXe siècle. Alors lui complètement hybride parce qu'il est né en Bulgarie, il a vécu en Autriche, en France, en Allemagne, en Angleterre. Et il a terminé sa vie en Suisse. Il était docteur en chimie, dramaturge, prix Nobel de littérature, donc un vrai centaure. Et Elias Canetti d'ailleurs raconte que pour le coup cette question d'identité, pour vous montrer en fait à quel point non, c'est pas si naturel que ça. Il explique finalement pourquoi est-ce que quand on se présente là, on a besoin de donner son nom, de décliner son identité et éventuellement son métier. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on est tenté de faire ça ? Pourquoi est-ce que c'est devenu une sorte d'incontournable de la relation sociale ? Il explique parce qu'en fait c'est un vieil archaïsme. Voilà, quand l'être humain était dans la savane, dans la nature, et qu'il rencontrait un autre vivant, la première question qu'il se posait, c'était « Est-ce que tu vas me manger ou est-ce que je vais te manger ?» Autrement dit, est-ce que tu es la proie ou est-ce que tu es le prédateur ?
Et finalement, ce vieux réflexe archaïque, on l'a toujours. Hein. Et quand on se rencontre, voilà, on décline son identité pour essayer de s'assurer, bon, en face de moi, est-ce que c'est une proie ou un prédateur, voilà. C'est intéressant parce que quand on pense les relations sociales, les relations humaines, les relations professionnelles, hein, on voit que ce risque-là, cette angoisse de l'autre peut toujours être là. Donc cette question, derrière tous ces grands mots, l'hybridation, en fait, c'est cette éthique de la relation à l'autre. Comment est-ce que je rencontre l'autre? Comment est-ce qu'on crée un lieu dans lequel on a envie de rencontrer quelqu'un? Ou comment est-ce qu'on crée un lieu qui va être provocateur de rencontre? Et on voit bien que ça n'est pas si naturel que ça. Et qu'effectivement, bah oui, même la configuration des lieux, il va falloir créer les conditions, c'est pour ça qu'il y a quelque chose de politique, pas au sens politicien, mais vraiment politique du terme, aménager le territoire, créer la société, construire des conditions, effectivement, pour que l'on ait envie, en tout cas, qu'on ait la possibilité de pouvoir se rencontrer les uns les autres. Et tout à l'heure, vous parliez de ces résistances à l'hybridation. En fait, ces résistances, à mon sens, sont faites d'abord d'une effroyable méconnaissance de l'autre. Moi, c'est peut-être la chose qui m'a le plus interpellée dans tous les mondes que j'ai traversés, parce que donc, je raconte dans ce livre notamment, donc j'ai effectivement traversé le monde politique, le monde économique, en m'occupant d'un incubateur de start-up. J'ai également traversé le monde religieux, j'ai étudié la Bible pendant 1 an à Jérusalem, et je raconte ce périple également. Et mon monde académique, bien sûr, aussi. Et en fait, ce qui m'a le plus interpellée dans tous ces mondes, c'est les préjugés terribles que l'on a les uns à l'égard des autres. Voilà. Qu'est-ce qu'on connaît de la réalité d'un agriculteur, d'un start-upper, d'un élu rural, d'un petit village? Enfin, en fait, on se méconnaît les uns les autres. Et cette méconnaissance crée des préjugés, et des préjugés qui souvent d'ailleurs se transforment en mépris terrible. Et donc cette hybridation, elle repose... La possibilité de cette hybridation, elle repose d'abord sur le fait que l'on va pouvoir peut-être un tout petit peu mieux se connaître les uns les autres. Et peut-être pour pouvoir, à moins que vous vouliez, peut-être pour pouvoir préciser les choses par rapport notamment à la question de la complexité. Parce que on pourrait me dire, oui, bon, très bien, ce terme hybridation, mais bon, c'est un peu compliqué, vous auriez pu prendre le mot métissage ou mélange ou complexité. Voilà. Oui, sauf que ces mots ne disent pas la réalité de la relation des deux parties en présence. Et c'est pour ça que je prends juste c'est pour ça que j'ai pris cette image du centaure, parce que ça va être important pour pouvoir parler après de la coopération culturelle. Donc c'est pour ça finalement la coopération culturelle, donc entre deux pays, c'est aussi la coopération entre deux êtres humains. Voilà. En fait, c'est cette question de la relation à l'autre. Et c'est d'ailleurs toute la beauté de la chose, parce qu'on a beau développer des technologies les plus sophistiquées, l'être humain toujours fait face à cette question de la relation à l'autre. Voilà. C'est quoi la juste relation avec quelqu'un? C'est quoi créer une relation avec quelqu'un sans qu'il me dévore, sans que je perde mon âme? Enfin voilà, cette juste relation à l'autre. Et donc, dans le centaure, c'est pour ça que j'ai pris cette figure aussi, il y a quelque chose qui m'a toujours fasciné. C'est le type de relation qu'il y a entre la partie humaine et la partie cheval dans le centaure. Voilà. Est-ce qu'elles sont dans une relation de fusion? On ne sait plus vraiment qui est qui. Est-ce qu'elles sont dans une relation de juxtaposition? En gros, on a collé un torse d'homme sur des jambes de cheval, mais chacun fait sa vie de son côté. Ou est-ce qu'elles sont dans une relation d'assimilation, au sens où il y a une partie qui essaye de prendre le pas sur l'autre et de dévorer l'autre? Voilà. Fusion, juxtaposition ou assimilation, au sens où il y a une partie qui essaye de prendre le pas sur l'autre. Quelle est la juste relation à l'autre? Alors évidemment, ma question est une question piège, puisque ces 3 modes de relation à l'autre, ce sont les 3 pièges de la relation à l'autre. Et ça, c'est vrai en amour, en amitié, en géopolitique, ou dans les relations professionnelles, quand un métier, une fonction prend le pas sur les autres. Voilà. Et donc c'est là où justement le centaure, lui, ne tombe dans aucun de ces pièges, et il inaugure plutôt une forme de 4e voie, qui est ce que j'appelle la métamorphose réciproque. La métamorphose réciproque. Autrement dit, pour faire un centaure, il ne faut pas juste mettre un homme sur un cheval, il faut que chacune des deux parties se métamorphose au contact de l'autre pour créer ensemble cette tierce figure qu'est le centaure. On voit, pour prendre un exemple trivial mais qui parlera à tout le monde, c'est bien ce qui se passe en amour ou ce qui devrait se passer. Chacune des deux parties se métamorphose au contact de l'autre pour créer ensemble cette tierce figure qu'est le couple. Voilà. C'est ça, cette idée de métamorphose réciproque. C'est pour ça que ce n'est pas juste un mélange
on se met ensemble. C'est pas on coexiste, non. C'est dans quelle mesure est-ce qu'il peut y avoir une métamorphose réciproque, voilà, qui fait que on sort de là en étant un tout petit peu différent qu'au moment d'y entrer. Et effectivement, si l'Institut français devient ce lieu où on construit les conditions de ces métamorphoses réciproques qui font qu'effectivement, avec les activités, les programmes qui vont être développés, on sort de là en étant un tout petit peu différent. Là, pour le coup, cette hybridation aura eu lieu. Absolument. Et je rebondis en effet sur ces aspects-là avec le lien sur la coopération, puisque c'est en effet ce qu'il se passe clairement, en tout cas dans le travail qui est mené dans les ambassades et les instituts sur ce qu'est la coopération. La coopération, vous l'avez dit, en effet, le début d'une coopération structurante et qui peut devenir aussi importante et stratégique au niveau bilatéral ou au niveau multilatéral, elle commence toujours par la rencontre à l'autre. La rencontre à l'autre qui est aussi une rencontre en horizontalité complète, c'est-à-dire justement pas tomber dans le piège des exemples que vous avez indiqués sur les 3 possibilités du Centaure, mais prendre l'axe, le 4e axe, qui est celui d'une co-création, c'est-à-dire j'arrive avec ces idées, ces projets, et je viens vous rencontrer avec vos idées, vos projets, et qu'allons-nous faire ensemble de nouveau. Donc pour moi, dans la coopération, par ce processus d'hybridation, naît naturellement le processus d'innovation aussi. Innovation au sens, on va créer ensemble quelque chose de nouveau. Parce que finalement, si je viens coopérer pour t'imposer quelque chose qui est de mon projet, je te récupère et au final, je t'efface. C'est une assimilation. C'est une assimilation. Et inversement. Ou alors je juxtapose, mais on sait bien, pour ceux qui ont déjà fait de la coopération, alors là je parle par exemple des projets universitaires, que lorsqu'on fait de la juxtaposition, ça ne prend pas et ça s'effondre. Oui. Là où en fait il y a une dynamique de changement, un mouvement, c'est lorsque effectivement il y a hybridation et lorsque effectivement il y a une co-création conjointe et horizontale des acteurs. Et c'est en effet ce que font, en tout cas ce qu'essaient de faire les instituts français, les ambassades à travers le monde dans le secteur de la coopération, c'est créer des espaces et ou soutenir par des moyens financiers aussi ces rencontres et au-delà de ces rencontres, ces projets de coopération structurante. On le fait dans différents domaines, on le fait dans le cadre de la coopération scientifique, on le fait dans le cadre de la coopération culturelle, éducative, mais vous voyez, déjà là je suis en train de fragmenter le type de coopération, mais parce que il faut aussi, je crois, arriver à un équilibre entre, justement pour pouvoir transformer, là aussi, c'est pas se positionner, en tout cas moi j'essaie de le voir comme ça, pas se positionner sur au-dessus, en dessous, juxtaposé, c'est quelle est la situation actuelle. La situation actuelle est très fragmentée. Qu'est-ce que je fais avec cette situation fragmentée? Je la prends, je l'embrasse et j'essaye peut-être de l'hybrider davantage en créant justement les espaces où puissent se faire les transformations. Donc en effet, sur ces différents secteurs et au-delà des secteurs, nous ce qu'on essaye de faire ici en Lettonie, mais de façon générale, il y a un mot qui est très à la mode aujourd'hui, mais il est à la mode aussi parce qu'il véhicule quelque chose de très réel qui est la transversalité. Donc c'est-à-dire pour dépasser les secteurs, comment trouver finalement des sujets qui vont intéresser tous les secteurs. On parle aussi souvent de travailler en mode projet, mais c'est bien ça en fait, c'est-à-dire qu'on vient effacer quelque part ce qui a été artificiellement créé en secteur pour tous se retrouver sur un sujet et avancer ensemble et co-créer. Et en ce sens, alors c'est vrai qu'ici en Lettonie, sur le domaine universitaire, en effet, on a un programme de coopération qui s'appelle le PHC Osmose, mais qui vient aussi contribuer aux grands défis en fait, qui sont ceux de notre temps, la durabilité. On s'est réunis il y a quelque temps aussi autour du sujet penser le futur et où on voit en fait sur la réflexion que l'on peut avoir sur comment penser le futur vient faire contribuer tous les secteurs qui ont été artificiellement créés il y a quelques années. Je prendrai aussi 2 autres exemples qui me semblent parlants. Un qui est au niveau du secteur culturel. Nous avons initié cette année un projet de résidence d'une artiste française au musée Rothko à Daugavpils, donc qui est la 2e ville de Lettonie
donc ici. Et l'artiste qui a été choisi en fait, donc c'était une résidence textile, est venu en fait avec un projet de tissage. C'est pour ça que je rigole, parce que vous avez mentionné aussi ces autres mots qui peuvent être reliés d'une façon ou d'une autre à l'hybridation, mais qui viennent contribuer par morceaux, on va dire, plutôt à votre conception de l'hybridation, qui englobe finalement toutes ces différentes notions et qui les rassemble quelque part. Et en fait, elle est venue avec ce projet de tissage et elle a lancé un appel en lien avec le musée Rothko, en fait, à la population de venir faire des dons de tissus, de vêtements. Elle est allée dans les écoles, elle est allée dans les maisons de retraite, recueillir en effet tous ces morceaux de tissu, et elle a constitué cette œuvre en tissant avec des épingles. Alors après, c'est une histoire personnelle aussi, puisque c'est les épingles, enfin, c'est sa famille, etc. Enfin, c'est quelque chose, c'est un héritage personnel aussi. Mais donc, c'est cet héritage personnel, elle en a fait une œuvre artistique en lien avec le tissage finalement de toutes ces mémoires d'un territoire. Et elle a été elle-même surprise du résultat, qu'elle ne s'attendait pas, c'est-à-dire qu'elle s'est vue constituer des œuvres d'art qui finalement représentaient le territoire autour de, enfin la région autour de Daugavpils, y compris au niveau des couleurs. Et je trouve que c'est une illustration assez intéressante, puisque les rencontres aussi qu'il y a pu avoir en marge, j'aime simplement de cette résidence artistique et de l'œuvre en elle-même, a permis aussi pour nous, Institut, de venir travailler et accompagner des coopérations au niveau éducatif et aussi au niveau culturel. Donc pas juste finalement une résidence avec laquelle on crée quelque chose. Et le deuxième exemple que je voulais mentionner, c'est celui de la fresque du climat. Alors, fresque du climat, c'est probablement pour les Français qui sont dans la salle quelque chose que vous connaissez. C'est une ONG en France qui a créé un outil, un dispositif pour mieux comprendre en fait ce qu'est les origines et l'impact du changement climatique. Et ce qui est intéressant dans cette fresque-là, c'est son approche de pédagogie participative, du coup très horizontale. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un cours vertical sur qu'est-ce que c'est que le changement climatique, quelles sont les conséquences, on vient créer un espace, alors il faut du temps, hein, c'est 3 heures, qui n'est pas un cours mais qui est un atelier, où chacun vient dans un groupe avec des personnes qu'il ne connaît pas, comprendre, participer et créer une fresque à partir de données scientifiques qui sont celles du rapport du GIEC. Et souvent, ce qu'on se rend compte à la fin de cet exercice, c'est que tout le monde a mieux compris, non seulement a mieux compris le sujet, les enjeux, mais aussi il s'est passé quelque chose de l'ordre du lien à l'autre. C'est-à-dire il y a une meilleure compréhension de d'où viennent les personnes, de quels sont leurs questionnements, et la connaissance qui est acquise et les enjeux est complètement différente parce qu'on a participé à quelque chose, à une expérience, que si en fait on avait simplement lu un document. Et ça, c'est en train d'être déployé au-delà de la fresque du climat, et ensuite je vous repasse la parole, mais c'est en train d'être déployé depuis quelques années à travers l'Europe sur plusieurs sujets, au travers de ce qu'on appelle des laboratoires vivants, ce qu'on appelle les living labs. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on crée des lieux où justement tous les secteurs vont venir se retrouver sur un sujet particulier, a priori sur lequel ils vont se retrouver. Donc je ne sais pas, ça peut être l'enjeu de l'eau par exemple. Et donc tous les acteurs privés, publics, les enfants, les sociétés civiles se retrouvent et viennent co-construire en fait ce qu'ils veulent pour demain. Et ça, je trouve que ce sont des lieux qui symbolisent parfaitement le processus d'hybridation. Et nous avons ici à l'Institut français de Lettonie un projet européen sur lequel on souhaite devenir aussi un de ces lieux pour réfléchir ensemble à qu'est-ce que ça veut dire qu'accompagner les transformations de la société en créant des lieux justement qui le permettent. D'accord. Mais alors, ce projet-là donc, est en lien avec l'idée de tiers-lieu. Oui, d'accord, d'accord. Absolument. Tout est lié, d'accord. Oui, tout est lié, puisque l'idée, c'est ce lieu, ce tiers-lieu, et dans les missions de l'Institut français, c'est par l'organisation de débats, comme on aura demain justement, de débats où on vient inviter des intervenants de différents secteurs, on vient créer de l'innovation et on vient proposer une expérience
qui va, elle, être transformative. Puisqu'on sait que, enfin on sait en tout cas, on va expérimenter le fait que ces lieux soient effectivement transformatifs au niveau sociétal. Plutôt que justement ce qui semble ne pas marcher, en tout cas jusqu'à maintenant, sur les grands enjeux, quelque chose de très vertical et de très descendant qui est, on a de l'information, on vous la donne et ça doit vous convaincre. Oui. Oui, effectivement, ça ne va pas pouvoir fonctionner comme ça. Effectivement. D'accord, non, mais c'est un projet qui est très intéressant et bien sûr qui fait écho. Il y a mille choses voilà, sur lesquelles je pourrais rebondir. Peut-être sur cette. Pour revenir, du coup, peut-être encore plus précisément sur la question de la coopération culturelle, et notamment, justement, France-Lettonie. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, parfois, quand on parle de l'Europe, ça peut être un terme qui peut sembler, ou un concept qui peut sembler abstrait. Et je trouve que c'est intéressant parce que, à mes yeux, l'Europe pourra d'autant mieux être construite que justement, c'est une somme d'abord de relations bilatérales entre les différents pays. Et ça, en fait, pour réfléchir à cette question, en fait, c'est un exemple que je prends, mais qui parlera à tous. On a tous vécu cette expérience, un repas de Noël, de famille, un anniversaire ou un mariage, où il y a plein de gens. Et en fait, on sort de ces moments en ayant le sentiment un peu douloureux qu'on a vu tout le monde et qu'on n'a vu personne. Et de fait, il y avait tellement de gens à cette fête que finalement, on n'a pas vraiment pu passer du temps avec chacun. Et en fait, cette image ou cette situation qu'on a tous déjà vécue plus ou moins, en fait, est intéressante pour pouvoir réfléchir à la question d'un collectif. C'est qu'un collectif a deux destins possibles. Soit il se transforme en masse, où en gros, on se croise, on est juxtaposés, voilà, on se croise autour de la machine à café, on parle de la pluie et du beau temps, mais voilà, on est une masse, voilà. On se croise, mais on ne se rencontre pas. Ou alors, un collectif est un écosystème de relations bilatérales. Et c'est justement parce que chacun a une relation avec chacun qu'il peut y avoir un véritable groupe. On voit par exemple dans une classe. Voilà. C'est parce que chacun a pu construire une relation avec chacun qu'il peut y avoir effectivement un collectif de classe qui marche bien. Par exemple, pour prendre l'exemple à l'école. En fait, si je prends cet exemple-là, c'est parce que à l'échelle européenne, je pense que c'est d'autant plus important qu'il y ait des relations bilatérales fortes entre chaque pays, pour le coup, pour que ce collectif puisse être vraiment fort. Et donc, je trouve que c'est intéressant, ces coopérations culturelles, artistiques, technologiques, économiques et écologiques éventuellement. Enfin, en tout cas, voilà, plein de domaines différents qui vont venir renforcer ces relations bilatérales. Encore une fois, c'est l'accent mis sur cet écosystème de relations bilatérales qui fera finalement un collectif d'autant plus riche. Je peux aller que dans votre sens, absolument, je suis tout à fait d'accord. Et c'est vrai que dans le cadre de la coopération bilatérale entre la France et la Lettonie, sur de nombreux sujets, il y a encore, de mon point de vue, tellement de choses à créer. Et pour ça, il y a vraiment un outil, en tout cas depuis 1 an et demi que je suis là, que j'essaye d'accentuer. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai créé, c'est des choses qui existent, mais on en fait davantage. C'est ce que moi j'appelle des visites exploratoires, pour mieux se connaître, justement. Que ce soit dans tous les domaines, des experts français, d'institutions qui viennent ici pour la première fois découvrir en fait les écosystèmes, rencontrer les différents acteurs ou inversement. On se connaît peu alors qu'on n'est pas très loin. Alors sur certains sujets, on se connaît très très bien, bien évidemment. On a des liens historiques dans de nombreux sujets. Mais alors qu'aujourd'hui, on traverse en effet des moments géopolitiques importants, sur de nombreux sujets, on s'aperçoit qu'il est encore plus urgent de venir se rencontrer et d'échanger davantage. On l'a vu notamment encore récemment sur le sujet par exemple de la désinformation, où on a organisé une visite d'experts et d'institutions françaises ici en Lettonie. Souvent on travaille aussi avec les collègues de la région, que ce soit les pays nordiques ou les 2 autres pays baltes aussi, et où en fait les collègues français arrivent et bien sûr qu'ils connaissent dans le cadre européen leurs homologues, mais de venir prendre le temps, sur ça j'insiste aussi, je le disais tout à l'heure sur la fresque du climat, l'hybridation prend du temps. Et en fait, on a besoin de ce temps-là. En fait. Et dédier du temps, 2-3 jours, à rencontrer vraiment l'autre, réfléchir ensemble, découvrir,
ont permis en fait à ces institutions, à ces experts, de réaliser à quel point ils avaient une image incomplète de ce qu'il pouvait se passer et à quel point finalement l'hybridation était nécessaire. Non pas comme une juxtaposition, mais peut-être, ah mais oui, c'est vraiment important qu'on fasse des choses, de nouvelles choses ensemble. Et inversement aussi pour les collègues ici lettons qui sont allés en France. Et ça, je crois que c'est un outil qui est assez simple dans le cadre de la coopération bilatérale, mais qui est extrêmement fort, surtout lorsque dans les écosystèmes, notamment ici en Lettonie, mais en France, même si c'est plus grand, c'est pareil, finalement, autour d'un sujet, tous les acteurs se connaissent assez rapidement, plus ou moins, même s'ils sont de différents secteurs. Et finalement, venir, c'est un peu comme on lance un petit caillou dans l'eau et ça fait en effet ensuite des vibrations pour qu'en fait tout le système soit informé. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a développé encore plus depuis 1 an et demi et qui est, je trouve, très efficace, y compris, vous l'avez mentionné, dans le contexte européen. Je vois l'heure qui tourne et je voudrais aussi ouvrir aux questions. Peut-être une dernière question, en tout cas pour moi, Gabriel. Est-ce que, alors vous êtes là, bien sûr, sur ce livre-là qui vient juste de sortir, mais je vois, en tout cas j'entends et je comprends aussi vos envies d'aller dans tous les secteurs. Quels sont vos projets actuellement pour plus tard? Alors effectivement, c'est ce que j'ai dit en introduction, ce livre est le récit de mon tour de France. Voilà, j'ai rencontré des agriculteurs en coopérative, des bénévoles d'associations, des start-upers, des très grandes entreprises, des enseignants, voilà, vraiment plein de mondes différents en France pour essayer effectivement de voir toutes les initiatives en termes d'hybridation qu'ils mettent en œuvre. Et aussi parce que, bon, parfois on peut penser que nous sommes terriblement divisés et que finalement il y a des gouffres entre les secteurs, les générations, les mondes. Et face à ce discours extrêmement négatif que l'on entend beaucoup en France, malheureusement, j'ai voulu montrer que finalement la France ça n'est pas réduite à ces divisions. Et on voit qu'au contraire, enfin, si on prend le temps de regarder correctement, attentivement, eh bien on voit qu'au contraire, en fait, plein de gens essayent de créer des ponts entre les mondes. Voilà. Donc en tout cas, ça c'était vraiment le cœur de cet ouvrage, montrer que nous ne sommes pas condamnés aux divisions, mais au contraire, nous pouvons, et c'est la responsabilité de chacun d'entre nous, eh bien de créer des ponts entre les mondes avec d'autres écoles, d'autres arts, d'autres sciences, d'autres métiers, voilà. Le sujet, c'est que il se pourrait que j'ai un regard très franco-français. Et donc, au contraire, ce serait le comble parce qu'en tant que philosophe, ce qui m'intéresse, pour le coup, c'est l'être humain. Donc, voilà. Donc, ça dépasse les nationalités, c'est l'être humain. Mais en tout cas, justement, pour pouvoir mener à bien mes travaux de recherche et ne pas être, en tout cas, tomber dans des biais qui pourraient être, encore une fois, très franco-français, le véritable enjeu, là, des prochaines années, c'est l'international. En fait, c'est pour ça que je suis là. Et voilà, vous avez fait l'amitié de me recevoir il y a 6 mois, lorsque j'ai voulu effectivement regarder, voilà, comment est-ce que éventuellement la Lettonie pourrait être un terrain de recherche. C'est-à-dire, finalement, il y a la bibliothèque de Riga, mais il y a plein d'autres lieux, effectivement, qui me semblent être des lieux d'hybridation ici, et pas seulement d'ailleurs à Riga, mais dans le reste de la Lettonie. Et donc, ça m'intéresserait énormément de pouvoir effectivement aller observer ces lieux, pouvoir m'entretenir avec les parties prenantes, enfin, en faire un vrai terrain de recherche, alors, Lettonie, mais dans d'autres pays, de manière, encore une fois, voilà, à ne pas être enfermé dans quelque chose qui pourrait, encore une fois, être très franco-français, et au contraire, voir qu'il y a peut-être d'autres manières d'hybrider, il y a peut-être, d'un point de vue culturel, d'autres manières d'appréhender la question de l'hybridation. Voilà. L'être humain, a priori, a très peur de ce qui est hybride. En même temps, est-ce que c'est vraiment le cas de tous les êtres humains, ou est-ce que ce serait quelque chose de très occidental ou très, enfin voilà. Donc j'ai besoin effectivement d'aller construire ça, et c'est vraiment ma casquette de chercheur, de philosophe de terrain, voilà, qui reprend le pas. Merci beaucoup, Gabriel. Alors, est-ce qu'on aurait des questions sur le principe d'hybridation ou alors des commentaires, des témoignages, parce que voilà, s'il y a des lieux ou des projets ou des choses en matière d'hybridation en Lettonie, voilà, je serais heureuse de pouvoir sur le projet là du coup sur les chefs. Oui, c'est ça. Oui.
Et en fait, je le mentionnais parce que nous avions accueilli il y a quelques mois à votre place Nadia Samut, qui est une chef du coup française et qui a en effet développé aussi, je ne sais pas si vous connaissez aussi tout son projet extrêmement transversal avec une école, un territoire, enfin pardon, un jardin aussi. Enfin, c'est un magnifique projet sur lequel elle continue du coup de travailler. Et en effet, l'idée pour elle, c'était d'éventuellement revenir parce qu'elle avait identifié justement des lieux, et notamment, je crois, ce restaurant-là, enfin cet homologue, on va dire, avec lequel justement elle voulait échanger pour voir ce qui se fait ici, partager ce qui se fait là-bas, et du coup s'inspirer les uns mutuellement. des autres. Oui, absolument. D'accord. Intéressant. Est-ce que vous connaissez d'autres personnes en France ou ailleurs qui travaillent sur la même question? Alors, sur des sujets connexes, effectivement, vous avez parlé de coopération, intelligence collective, enfin, voilà, donc des sujets connexes. En tout cas, en tant que tel, ce concept d'hybridation, je l'ai construit, je l'ai forgé, j'ai défini. En tout cas, je l'ai conceptualisé en faisant justement en sorte que ce soit pas juste un concept, mais que ce soit voilà des choses extrêmement tangibles et qui puissent, en tout cas, contribuer pour le coup à penser autrement les lieux, les musées, les hôpitaux qui vont faire un hôpital qui fait un partenariat avec un musée sur des actions thérapeutiques, un partenariat entre un opéra et je sais pas, un incubateur de start-up. Enfin, voilà, donc pour le coup, de manière encore une fois à ce que ce soit pas une philosophie conceptuelle, mais une philosophie vraiment pratique et appliquée. Je rebondis parce que vous avez mentionné un exemple sur lequel, en effet, du coup, nous allons être partenaires ici, l'Institut français de Lettonie, sur le lien justement hôpital et art, en fait. Donc avec l'hôpital psychiatrique ici de Riga, qui a un projet culturel et en fait qui va organiser. Donc il y a une exposition d'ailleurs en ce moment à la Bibliothèque nationale de Lettonie, au 3 ou 4e étage, sur ce sujet-là, et nous sommes partenaires et nous allons co-organiser, en tout cas contribuer à l'organisation d'une conférence au mois de février, Sandra, c'est ça, sur ces sujets-là, puisque en fait, justement, notamment, ils ont un des exemples qu'ils ont, c'est à Paris, la DRAC a contribué justement, donc la direction régionale culturelle, pour la culture, pardon, a contribué à un projet justement avec les hôpitaux sur les aspects de l'art en tant que thérapie. Voilà, donc c'est typiquement très intéressant. Voilà, un exemple de quelque chose qui se fait ici et sur lequel nous, Institut, on essaye d'accompagner aussi en venant mélanger aussi les expertises des deux pays pour essayer d'en faire quelque chose de nouveau. D'accord. Pardon. Oui, oui. Philippe. Merci Gabriel, merci aussi Mathieu parce que c'était un dialogue, c'était enrichissant. J'ai plein de questions, je vais me limiter. Première question, c'était une remarque, vous avez dénoncé au départ le fait qu'on ait créé des cases et vous expliquez qu'il faut les relier via cette hybridation. Vous n'évoquez pas le fait de casser ces cases. C'est pas possible de les casser, du coup on va toujours conserver ces cases malgré tout. Alors, c'est ce que j'appelle la métamorphose réciproque. C'est la métamorphose réciproque. Et d'ailleurs, la langue française, je trouve, est très étonnante de ce point de vue-là, parce que le mot altérité ou altruisme, c'est positif. Mais quand on dit qu'une chose s'altère, l'altération, c'est négatif. Pourtant, c'est la même idée. Comme si on perd quelque chose. C'est le fait de se frotter avec autrui, comme si on perdait quelque chose. Donc, c'est étonnant. Et donc, c'est bien ça, cette altération réciproque, cette métamorphose réciproque, c'est bien l'idée. Donc, alors, si je dis casser les cases, c'est un terme, casser qui est violent. Donc, ça dépend. En tout cas, je veux pas. Il n'y a pas cette idée de violence-là comme ça. En tout cas, oui, de fait, il y a une métamorphose qui doit se faire. Là, comme c'est très conceptuel, c'est très conceptuel, très abstrait. Donc, je donne un exemple très concret, mais par exemple, on voit effectivement, heureusement, de plus en plus de crèches qui se développent dans des maisons de retraite. On voit ça en France. Je ne sais pas s'il y a ça également en Lettonie. Non. Il n'y a pas d'enfants ici. Ah, bon. Problème oui, démographique. Voilà, donc le problème ne se pose pas. Bon, mais en tout cas. Il pourrait se reposer à nouveau. Bon, mais oui, mais après, il y a des crèches, mais on pourrait mettre autre chose. On pourrait imaginer, dire c'était un enfant qui m'avait dit, on pourrait très bien hybrider, faire une ferme pédagogique avec les personnes âgées, et on pourrait faire plein de choses, et les animaux abandonnés. Enfin bref, donc il y a tout un truc avec l'animal et la vieillesse, ou avec la vieillesse
jeunesse et la nourriture, avec un restaurant, une école d'application, enfin bref, bon, voilà, plein d'hybridations. En tout cas, sur les crèches et les maisons de retraite, en fait, le problème, c'est que dans pas mal de cas, en fait, on se retrouve avec une crèche dans une maison de retraite. Bon, si c'est juste une crèche dans une maison de retraite, c'est pas très intéressant. C'est une juxtaposition. Là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai un certain nombre d'exemples en tête où, au contraire, on a le directeur d'un de ces lieux qui a réuni toutes les personnes. Mais quand je dis toutes les personnes, il a vraiment réuni toutes les parties prenantes du projet, du cuisinier de la maison de retraite, en passant par l'aide-soignante, le médecin, la femme de ménage, enfin, tout le monde. Et pour dire, finalement, voilà, chacun a ses savoir-faire, donc reconnaissance des savoir-faire de chacun. Mais il y a peut-être des choses que le cuisinier fait qui pourraient peut-être être intéressantes dans l'accompagnement des personnes âgées. On sait bien que la nourriture, surtout quand on est âgé, est importante. Donc comment est-ce que là, il peut y avoir des passerelles entre les aides-soignants qui accompagnent au quotidien les personnes âgées et le cuisinier, donc des hybridations de savoir-faire. Et ce qu'on fait pour les enfants en termes de médiation culturelle, il y a peut-être des choses qui pourraient venir inspirer la manière dont on s'occupe des personnes âgées et inversement. Enfin, voilà. Et en fait, il y a tout ce travail-là d'hybridation qui a été fait, comme quoi c'est pas naturel. Il faut créer les conditions, en tout cas, d'une véritable, en tout cas, d'un transfert, d'une transposition de savoir-faire d'un monde à l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, quand on va dans ce lieu, c'est pas vraiment une crèche, pas vraiment une maison de retraite, c'est pas vraiment un espace de coworking pour étudiants, c'est ni vraiment ci, ni vraiment ça, ça n'a pas vraiment d'identité, enfin, voilà. Mais c'est un lieu inédit, unique, voilà, qui n'existe d'ailleurs nulle part ailleurs. Et c'est ça un des points importants de l'hybridation, c'est que ce qui est vrai ici n'est pas vrai là. Et très souvent, c'est un peu le drame. Quand il y a quelque chose qui marche bien, on se dit, allez hop, on décline. Bon, sauf que la langue française dit bien les choses, décline, ça décline, voilà, il y a un déclin. Donc je pense que c'est important de se réconcilier avec l'idée de singularité et de se dire que, encore une fois, voilà, là, la bibliothèque absolument extraordinaire qui est à Riga, elle est juste, parce qu'elle est juste là où elle est, avec l'histoire, la géographie, les parties prenantes, voilà. Mais ailleurs, ce sera notre projet. Et dans tel autre pays, ce sera encore autre chose. Et dans telle autre ville de la Lettonie, ce sera autre chose. Et c'est bien. Voilà. Il ne faut pas répliquer, dupliquer, reproduire. On est dans la reproduction permanente. Voilà, il ne s'agit pas de se reproduire. Il s'agit au contraire de se dire, là où il y a un lieu, là où il y a telle ou telle culture, telle ou telle histoire et géographie, qu'est-ce qu'on peut construire qui ait du sens. Voilà. C'est ça, cette idée d'hybridation. Oui, allez-y. Allez, une dernière. Et je répondrai de manière beaucoup plus brève. Non. Vous avez beaucoup cité la métaphore du centaure. J'aurais voulu savoir deux questions. C'était deux questions, mais en une. Quel centaure avez-vous? Et la deuxième chose, c'est est-ce que vous avez imaginé développer la même analogie avec le golem, puisque vous avez été pendant un an à Jérusalem. Donc, ce golem, pour ceux qui ne savent pas, c'est cet être vivant qui a été rendu vivant par la juxtaposition de boue. Voilà. Moi, je vous pose la question de ce golem ou ce Frankenstein, c'est la question philosophique et même éthique de l'hybridation. Par exemple, vous avez évoqué là à l'instant les crèches ou les écoles maternelles dans les lieux de maisons de retraite. Est-ce que ça ne pose pas des questions éthiques de le faire comme ça? Et donc, quel centaure êtes-vous et le golem, alors, dans cette innovation? Alors d'abord, je réponds sur le golem et après sur la question peut-être plus personnelle. Alors, je dirais que des questions éthiques, en fait, l'hybridation, c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait qu'il y a une notion de transgression dans l'hybridation. De fait, on transgresse les frontières physiques même d'un lieu. Par exemple, si on ouvre l'Institut français selon les heures de la journée à un an et pour accueillir tel ou tel public à un an, oui, effectivement, on transgresse, entre guillemets, des frontières physiques. Mais par exemple, pendant la crise sanitaire, on a des entreprises qui ont, en France, et je sais que certaines continuent à le faire, qui ont accueilli des sans-abri
voilà, la nuit et le week-end, et certaines continuent à le faire. Donc là, pour le coup, encore une fois, c'est une sacrée transgression des frontières physiques même du lieu, et transgression évidemment de nos frontières mentales. Et pour le coup, je pense qu'on peut assumer cette transgression parce que c'est une transgression généreuse. Si on prend par exemple le sujet des personnes âgées, moi j'ai énormément travaillé sur la question des maisons de retraite. Parce qu'en fait, c'est un scandale les maisons de retraite. Enfin, en fait, on s'est dit, on va prendre un lieu dans lequel on va mettre toutes les personnes âgées ensemble. Et ce que je trouve terrible, c'est que ces lieux sont pensés comme des îlots isolés au milieu de l'océan dans le quartier où elles se trouvent. Autrement dit, si vous n'avez pas votre grand-mère dans la maison de retraite qui est à côté de chez vous, ben vous n'avez aucune raison d'y aller. Vous allez passer tous les jours devant cette maison de retraite, mais vous n'avez aucune raison d'y aller. Mais si cette maison de retraite est aussi un théâtre, il y a une salle de sport, il y a une exposition, voilà, il y a des concerts, hein, ben là, pour le coup, ça devient un lieu de vie, et ça devient un lieu qui, finalement, va être ouvert sur le monde. Ces personnes âgées ne peuvent plus aller dans le monde, donc comment est-ce qu'on fait en sorte que le monde puisse aller vers elles, hein? Donc comment est-ce qu'on hybride les maisons de retraite? Donc pour le coup, oui, c'est une question d'éthique, mais pour le coup, j'assume tout à fait cette idée d'hybridation. Alors évidemment, il faut faire attention parce que bon, les enfants peuvent crier, ça fait du bruit, non? Oui, donc évidemment, il faut que ça se fasse dans le respect des personnes, hein. Mais je pense qu'on ne peut plus continuer à penser les maisons de retraite de cette manière-là. Et qu'effectivement, il est temps de créer des ponts entre les mondes. J'ai d'ailleurs juste un exemple que je trouve magnifique, c'est à Nogent-sur-Marne, la Maison des Artistes, donc à côté de Paris, qui est une maison de retraite extraordinaire, qui est aussi une résidence d'artistes, qui est en partenariat avec le Conservatoire de musique de la ville, avec toutes les écoles du département. Et donc, c'est un lieu d'hybridation entre les arts, la musique, la peinture, la sculpture. Et en fait, ce que je trouve génial, c'est que quand vous entrez dans cette maison de retraite, parce que elle est ouverte, et c'est plus du tout une maison de retraite, c'est un centre d'art et de culture à part entière de la ville. Voilà. Et les maisons de retraite devraient être ça, des centres d'art et de culture à part entière des territoires où elles se trouvent. Et les résidents, ils participent? Oui, parce qu'en fait, toute la clé, c'est que c'est une maison de retraite qui accueille, entre autres, des personnes âgées qui ont été artistes, enfin qui sont artistes. Et donc d'ailleurs, on a des très très grands chanteurs, on a des très grands peintres, sculpteurs de grand renom qui sont dans cette maison de retraite. Et donc tout est fait pour qu'elles puissent continuer à œuvrer, donc faire du piano, la peinture, la sculpture. Et quand elles sont dans un état malheureusement, en tout cas quand elles sont devenues trop âgées, eh bien cette maison de retraite organise l'exposition de leurs œuvres. Et encore une fois, toute cette activité culturelle artistique est ouverte pas seulement aux personnes âgées et à leurs familles, mais en fait à n'importe qui, n'importe quel touriste ou habitant, voilà. Donc c'est vraiment un lieu qui a du sens, qui redonne du sens à la vieillesse. Donc pour le coup, j'assume tout à fait cette transgression généreuse. Après, s'agissant effectivement de mon hybridité, c'est sûr qu'on ne consacre pas sa vie à la question de l'hybridité si... en tout cas, la question de l'hybridation est la grande question de ma vie. Moi, j'ai grandi dans une famille dans laquelle il y a plein de cultures différentes. Je ne sais pas s'il y a effectivement parmi vous des personnes qui sont dans ce cas, où effectivement, voilà, quand il y a des cultures différentes, des langues différentes, des points de repère différents, qu'est-ce qu'on fait avec tous ces héritages? Voilà. D'ailleurs, tout enfant, de toute façon, est le fruit d'une hybridation. On vient de deux mondes. Ce serait trop facile de prendre un monde et de rejeter l'autre. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait avec tous ces héritages? Parfois, surtout, c'est d'autant plus difficile quand parfois ces héritages sont en contradiction. Voilà. Et donc, comment est-ce qu'on crée des ponts entre les mondes? Donc, effectivement, ayant grandi dans une famille complètement hybride, j'ai appris à devenir un centaure et j'en ai fait une manière de travailler puisque j'ai du coup hybridé les mondes professionnels et puis j'en ai fait effectivement la grande question de ma vie, mon grand travail de recherche et je vais consacrer tout le reste de ma vie à essayer de comprendre cette question de comment être un centaure. C'est pas facile d'être un centaure. Parfois, on n'a pas d'identité, parfois on a trop d'identité. Les gens vous regardent en vous disant, alors est-ce qu'il est vraiment des nôtres? Voilà. Est-ce qu'il est de la partie adverse? Est-ce qu'il est vraiment des nôtres? À quoi est-ce qu'il appartient? Voilà. Quand on est effectivement dans une famille multiculturelle, on pourra peut-être en discuter après. Mais en tout cas, voilà, un père letton, une mère française, voilà. Dans toutes ces langues-là, comment est-ce qu'on fait pour assumer cette hybridité et en faire une force? C'est la grande question. Merci beaucoup Gabrielle et finalement Tous Centaures qui était un de vos ouvrages parce que finalement d'une façon ou d'une autre, si on avec bien sûr des axes plus ou moins forts, mais on est tous en effet des hybridations et on est tous centaures d'une certaine façon. Je crois que l'invitation est à reconnaître cette hybridité, vous dites, oui. C'est ça, en chacune et en chacun de nous, parce que peut-être que la reconnaître et la faire vivre, ou en tout cas avancer avec cela en soi, c'est justement aussi un moyen
de faire ces ponts entre les mondes. C'est-à-dire que plus on se comprend soi-même comme hybridité, plus en fait on voit naturellement la nécessité de poursuivre cette hybridation à l'extérieur de soi et de créer ces ponts entre les mondes. Et je crois que enfin, c'est une évidence, j'enfonce des énormes portes qui sont déjà grandes ouvertes. Je crois que c'est une évidence de se dire qu'aujourd'hui on a un besoin énorme de justement faire ces ponts entre les mondes avec des S dans tous les secteurs, dans tous les domaines possibles. Un grand merci Gabrielle, à nouveau à vous, et merci beaucoup à tout le monde. Merci pour vos questions. C'est l'heure du coup des cadeaux grâce au partenariat avec l'imprimerie de Jelgava. Alors du coup à chaque fois on essaye avec nos collègues à Jelgava de trouver des livres qui sont en lien avec le thème. Parfois c'est très facile, parfois c'est un peu plus compliqué. Là je dirais que c'était à peu près assez aisé. Le premier livre qui s'appelle « Voyage à la découverte de l'ailleurs ». Gabrielle, on va vous mettre à contribution en tirant au sort un des noms. D'accord. Alors, s'il vous plaît. Je ne te redonne pas. Je peux dévoiler? Bien sûr. Alors, Susana Gonçaruca. Voilà pour vous. Excusez-moi pour la mauvaise prononciation. Alors, deuxième livre, c'est un lot, embarquement immédiat, d'abord de la préhistoire à la Renaissance et du siècle des Lumières au futur. On reviendra un petit peu justement sur les philosophes qui peut-être ont contribué à nos pensées actuelles dans les cases. D'accord. Alors, Mayra Lejniec. Voilà, c'est pour vous. Merci. Je vous en prie. Et dernier livre assez intéressant, c'est vrai, on aurait pu se poser cette question aussi par rapport à l'hybridation au sens général. Qu'est-ce qu'une frontière? Ah, effectivement. Alors, une vraie question. Alors, tac. Alors, Yevgenia Valisevska. Yevgenia. Ah. Excusez-moi pour la prononciation. Et voici pour vous. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie encore une fois, Gabrielle, pour cet échange, avec grand plaisir. Merci à tout le monde d'avoir été présent. On va donc passer à côté pour un petit pot. Je remercie toute l'équipe de l'Institut d'avoir du coup permis la réalisation de cette soirée. On se retrouvera en janvier. Sandra, rappelez-moi s'il vous plaît, en janvier, on a déjà notre prochaine soirée en français, mais je ne... ah si, c'est sur l'Université foraine. Un magnifique, d'ailleurs on pourra en reparler, un magnifique exemple d'hybridation aussi. L'Université foraine? Oui, Université foraine. Vous imaginez rien que le terme oui, d'hybridation, ça va vous plaire. D'accord. Ah non, mais peut-être qu'il va y avoir des universités foraines. Donc ce sont des collègues de France qui ont créé cette université foraine, qui viennent ici dans l'espoir de venir rencontrer des partenaires qui pourraient peut-être, pas dupliquer, mais travailler avec eux pour peut-être créer un autre type d'université foraine ici. Et dans ce cadre-là, on leur a proposé du coup d'intervenir ici pour venir témoigner et partager cette expérience. Un grand merci à tout le monde, de très très bonnes fêtes de fin d'année et à très très bientôt. Merci beaucoup. Merci.